Bonjour chez vous, bienvenue pour cette 12e partie de cette semaine j'ai vu. Vous connaissez le principe, je donne mon avis sur une dizaine de films, accompagné de ma note sur 20. En fin d'émission, vous retrouverez un invité spécial. C'est parti les enfants! Cette semaine j'ai vu Batman v Superman réalisé par Zack Snyder avec Henry Cavill, Ben Affleck, Jesse Eisenberg, Gal Gadot, Jeremy Irons et plein d'autres stars. Un casting vraiment 5 étoiles pour ce gros blockbuster. Craignant que Superman soit un dieu qui pourrait éradiquer d'une seule main l'humanité, Batman décide de s'opposer à lui afin de l'exterminer. De l'autre côté, Superman critique l'ombre noire de Gotham, ses façons expéditives. Pendant ce temps-là, Lex Luthor complote quelque chose de diabolique. La première heure du film est époustouflante, l'origin story de Batman montrée dans le générique est d'une puissance graphique ahurissante et novatrice, le plan des perles, la Batcave et bien sûr cette formidable introduction rappelant les atrocités du 11 septembre. Il y a aussi l'intensité de Ben Affleck en Batman, il est clairement le Batman que j'attendais, c'est-à-dire sombre, violent et paranoïaque. De l'autre côté, la formidable remise en question de Superman sur son existence parmi les humains. Le personnage de Lois Lane, beaucoup mieux écrit que dans Man of Steel où là, dans ce film, elle sert vraiment à quelque chose alors que dans Man of Steel, elle servait vraiment à rien. Son personnage était totalement effacé. Et puis Wonder Woman, belle et charismatique, même si elle a très peu d'apparitions. Tout cela forme les points forts d'une première partie réjouissante et méga jouissive jusqu'à cette deuxième partie vraiment en dents de scie. Le scénario de Batman v Superman sur le papier est clairement excellent et la promesse sera tenue pendant cette première heure. Et puis arrive donc cette deuxième partie qui va accumuler des catastrophes et beaucoup de maladresse. Alors pour les points négatifs, je vais commencer par la chose qui m'a le plus choqué, c'est vraiment la prestation de Jesse Eisenberg dans le rôle de Lex Luthor qui doit être diabolique et fantasque, mais là il y a trop le côté fantasque et il joue un Joker des supermarchés et s'il faisait bien le Joker, il n'y aurait pas de souci, mais pour moi c'est une des pires prestations de cette année. Et puis il y a cette overdose d'effets spéciaux, trop d'explosions tue l'explosion. Il y a quelque chose qui m'a vraiment fait halluciner. Pourquoi le laser des yeux de Superman prend la moitié de l'écran? On dirait vraiment du Dragon Ball. Ça ne sert strictement à rien, ça ne veut plus rien dire. Et les séquences avec Doomsday qui ne ressemblent absolument à rien. Le design de Doomsday est absolument trop laid. Et la séquence d'action finale donc avec Doomsday est vraiment trop longue. Donc dans cette deuxième partie, je retiendrai juste un petit point positif, c'est la confrontation entre Batman et Superman, courte mais intense. Autre point négatif, l'insertion des super-héros pour annoncer le film Justice League est carrément bâclée et mention ridicule pour Aquaman. Vous l'aurez compris, Batman v Superman possède une excellente première heure et dans sa deuxième partie a de réels problèmes scénaristiques et de réalisation et d'effets spéciaux, etc. Donc je suis extrêmement mitigé pour ce film, mais il est quand même tout à fait regardable. Il y en a qui crient au génie, d'autres qui le détestent. Moi je suis vraiment entre les deux, je vous dis, c'est vraiment cette première partie, quel dommage que la tension dramatique parte au bout de cette deuxième heure pour laisser place aux effets spéciaux qui ne veut plus rien dire. Donc pour moi ce sera un 13 sur 20. Cette semaine j'ai vu Kung Fu Panda 3 réalisé par Jennifer Yu et Alexandro Carloni avec les voix de Jack Black, Dustin Hoffman, Bryan Cranston et Angelina Jolie. L'abominable Kay, revenu du royaume des esprits, extermine un à un tous les maîtres de Kung Fu à travers la Chine. Pendant ce temps-là, notre guerrier dragon retrouve son père et va partir dans le village secret des pandas.
La trame est simpliste, mais l'humour est toujours présent. Les combats sont sympathiques et le final plutôt bien pensé. Niveau réalisation, c'est fluide, le montage est dynamique. Ça ravira à coup sûr tous les enfants. Côté adulte, on va regretter un peu l'absence de scénario du deuxième opus qui était beaucoup mieux travaillé. Et puis aussi, il y a certains personnages qui sont bâclés comme celui du singe incarné par Jackie Chan, mais sinon au niveau animation elle est toujours belle dans le style et les caractères design sont toujours aussi drôles et cool, et ma note du film est de 14/20. Cette semaine j'ai vu Le Garçon et la Bête réalisé par Mamoru Osada. Lors d'une fugue, un petit garçon se perd dans le monde de Jutengai, le monde des bêtes. Une rencontre improbable va se faire. Kumatetsu, sorte de gros loup, va le prendre pour disciple. Après la traversée du temps et les enfants loups, le réalisateur Mamoru Osada vient de signer encore un méga chef-d'œuvre. Voguant entre l'imaginaire et le réel, Le Garçon et la Bête est un conte universel qui ravira petits et grands. Le Garçon et la Bête est un récit initiatique teinté d'humour, de densité émotionnelle et surtout de pures séquences de bravoure avec tellement de sujets abordés en filigrane font de cette œuvre animée autant dans l'animation que dans la structure scénaristique chef-d'œuvre de l'animation. Vous l'aurez compris, Le Garçon et la Bête, réalisé par Mamoru Osada, est une tuerie et tout simplement une merveille de l'animation qui est absolument indispensable, et je lui donne une note de 20/20. Cette semaine j'ai vu Triple Nine, réalisé par John Hillcoat avec Kate Winslet, Casey Affleck, Anthony Mackie, Woody Harrelson, Norman Reedus et Aaron Paul. Corrélation et croisement entre une chef de la mafia russe, des flics et un groupe de braquage. Si vous aimez les films violents avec des personnages aux personnalités bien trempées et bien écrits, avec une mise en scène ultra efficace, inspiration du meilleur de Michael Mann, ce film est fait pour vous. Ce qui frappe quand on sort du film, j'énumère tous les points positifs parce qu'il n'y a vraiment que du positif pour ce film, eh bien c'est le jeu stupéfiant de tous les acteurs, aussi bien principaux que second rôle, et mention spéciale à Kate Winslet, qui c'est tellement rare de la voir dans un rôle comme ça que ça méritait vraiment d'être souligné. Et puis le scénario de Matt Cook qui a une trame simpliste, mais du début jusqu'à cette conclusion hallucinante, eh bien arrive à nous scotcher. Et ce film est pour tous les adorateurs des finales sombres et des films qui laissent véritablement sur le cul à la sortie de salle. Vous l'aurez compris, c'est un film choral extrêmement bien réalisé par John Hillcoat. Il faudra vraiment compter sur lui pour ses prochains films. Et autant dans les dialogues qui sont intenses et les séquences d'action, ce film vaut un 19/20. Allez le voir. Triple Nine est une pure tuerie. Cette semaine j'ai vu Élémentaire, mon cher Sherlock Holmes, réalisé par Tom Eberhardt avec Michael Caine et Ben Kingsley. Sherlock Holmes est un personnage inventé par le Dr Watson qui lui donne vie en embauchant un acteur de bas étage joué par Michael Caine qui est alcoolique et coureur de jupons. Cette comédie qui date fin des années 80 et fonctionne vraiment à merveille grâce aux interprétations de Michael Caine qui joue le rôle de Sherlock Holmes et de Ben Kingsley qui joue le rôle de professeur Watson. Ce qu'il y a de super intéressant dans ce film, c'est que c'est loin d'être une parodie. Il se paye même d'avoir un arc narratif aussi intéressant que Les Chiens de Baskerville, c'est pour vous dire. Donc il mélange l'humour et le suspense et ça fait vraiment
bon ménage. En ce qui concerne l'interprétation de Michael Caine dans le rôle de l'inspecteur Gaffer, eh bien il est vraiment au sommet de son talent. Michael Caine c'est vraiment tout joué, et puis pour preuve il est encore là. Des comédies de Frank Oz au film de Brian De Palma, pour ceux qui connaissent les cinéphiles, aux plus jeunes, pour le situer, il joue le rôle d'Alfred dans Batman avec Christian Bale. Eh bien c'est vraiment un acteur hallucinant qui est au même titre que Christopher Lee, donc il est vraiment indispensable dans le circuit depuis des années. Vraiment hommage à lui quoi, j'adore cet acteur. Donc pour revenir au film, mon élémentaire, mon cher Lock Holmes est un film avec un humour anglais vraiment au top, et si vous l'avez raté parce qu'il a été injustement ignoré à sa sortie, mais pourtant reconnu par les cinéphiles, eh ben, ne le manquez pas, vous pouvez l'avoir et le posséder en Blu-ray ou en DVD, et je vous le conseille. Élémentaire, mon Sherlock Holmes, je lui donne une note de 17 sur 20. Cette semaine, j'ai vu Notre Petite Sœur, réalisée par Hirokazu Koreeda, avec, alors excusez-moi, je ne me rappelle jamais des noms des actrices, Haruka Ayase, Masami Nagasawa et la très jolie Suzu Hirose. Trois sœurs se rendent aux funérailles de leur père qui les avait abandonnées, et sur place, elles vont rencontrer leur demi-sœur, âgée de 14 ans, et vont l'accueillir dans leur maison. Hirokazu Koreeda a inventé un nouveau style, un nouveau genre de cinéma, le cinéma délicatesse. Son regard sur ces personnages sont tellement bien filmés, avec une délicatesse extrême, que ça en devient terriblement bouleversant. Ça m'aurait pas étonné que Hayao Miyazaki ait réalisé ce film, parce que le réalisateur se concentre vraiment sur les personnages, dans la nature en moins bien entendu, mais c'est tellement bouleversant, il faut vraiment avoir un cœur de pierre pour pas chavirer, pour pas succomber à l'histoire de ces quatre sœurs. Je me l'explique pas, c'est vraiment une trame pourtant tellement simpliste, mais la caméra est posée là où il faut, il n'y a pas photo, c'est tellement bien filmé, tellement bien joué, tellement bien écrit, que cette chronique familiale est à regarder avec délicatesse, et c'est un film vraiment exceptionnel. Je ne m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à un film un petit peu chiant et tout, mais il est vraiment embarqué du début jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce que c'est beau, avec cette OST absolument magnifique qui souligne toutes les séquences, la performance de ces actrices, vraiment chapeau, 20 sur 20. Cette semaine, j'ai vu La Cinquième Vague, réalisée par Jim Blackson avec Chloé Grace Moretz et Nick Robinson. Un jour, sur Terre, arrive une énorme soucoupe volante, et une série d'attaques de plus en plus violentes vont s'abattre sur l'humanité. On appelle ça des vagues. Notre héroïne principale, Cassie, et son petit frère vont se préparer à la cinquième vague et tenter de survivre dans ce monde hostile. Étrangement, j'ai plutôt bien aimé. Alors on est très loin, enfin pour moi du moins, de Divergente ou de Labyrinthe, qui avait une structure narrative incompréhensible. Ici, c'est pas le cas. On suit vraiment le film avec beaucoup de plaisir. Alors, bien sûr, il faut accepter le film qui est destiné aux young adultes, et si on l'accepte, eh bien, on passe un agréable moment. Dommage que les séquences d'action sont mal exploitées. Ça aurait mérité d'avoir beaucoup plus d'intensité, c'est dommage sur ça, mais Chloé Grace Moretz par exemple porte très bien le film, et la mitraillette aussi. Il y a quelques interprétations qui sont un peu en dessous, mais le film reste vraiment
un bon plaisir coupable. C'est un film moyen qui se laisse absolument regarder. Je vous le conseille si vous voulez passer un bon moment. Si vous avez adoré Divergente, adoré Labyrinthe, si vous aimez les triangles amoureux, dans celui-ci il est plutôt subtil. On est loin d'un Twilight bien lourd, bien graveleux, bien chiant. Mais si vous aimez ces films, ben, vous allez adorer La Cinquième Vague. Et je regarderai pour ma part la suite avec plaisir si le film marche. Et ma note est de 10 sur 20. Cette semaine j'ai vu The Forest, réalisé par Jason Zada avec Nathalie Dormer et Taylor Kinney. Une jeune américaine, jouée par Nathalie Dormer, part à la recherche de sa sœur jumelle, perdue dans une forêt située au Japon, une forêt mystérieuse, la forêt d'Aokigahara, où les gens se suicident. Si l'idée de départ est bonne, car le Japon est une terre de prédilection de fantômes, d'histoires de revenants et du culte des esprits, partant de faits réels, de disparition, de suicide, essayant d'exploiter cette fameuse mystérieuse forêt qui existe véritablement au Japon, eh bien, au final, le film joue dans la catégorie série B, mais de façon médiocre. C'est dommage, car Nathalie Dormer, il n'y a rien à redire sur son interprétation. On passe 40 minutes véritablement avec un certain suspense, mais au-delà de ça, eh bien, le soufflet tombe, le film ne fait pas peur et pire, ne donne aucune explication au final. Donc c'est un film regardable, mais avec une fin décevante et ma note est de 7 sur 20. Cette semaine j'ai vu The Gift, réalisé par Joel Edgerton avec Jason Bateman et Rebecca Hall. Un couple heureux s'installe dans une belle maison. Un jour, il croise une ancienne connaissance. Il va commencer à offrir des cadeaux de plus en plus gênants. Qui est-il véritablement? Réponse dans le film. Ce film ressemble un petit peu à... du moins possède la même structure narrative que le très récent The Room. Alors si vous avez aimé ce genre de film, vous retrouverez peut-être le plaisir que vous avez trouvé dans The Room pour ce film The Gift, même s'ils sont radicalement différents. Donc on est happé par cette histoire, même si ça ne révolutionne rien, eh bien le fil conducteur se déploie lentement, mais arrive à conserver un suspense addictif tout à fait agréable. Donc c'est servi par un trio d'acteurs qui joue extrêmement bien. Joel Edgerton, qui est le réalisateur du film, joue dedans. Et je dois dire que même si ça ne révolutionne rien, ce qui m'a fait halluciner, c'est vraiment le twist final. Le twist final, je le trouve redoutable. Je le trouve époustouflant et il fait vraiment froid dans le dos. Donc regardez The Gift, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi j'ai vraiment accroché, surtout pour le twist final qui est incroyable. Un des meilleurs twists finaux de cette année. The Gift de Joel Edgerton et ma note est de 16 sur 20. Cette semaine j'ai vu This Is Not Love Story, réalisé par Alfonso Gomez Reyon avec Thomas Mann, Olivia Cook et R.J. Cyler. Greg est un lycéen introverti qui pratique l'autodérision comme personne. Il a pour seul ami Earl, avec qui il fait des films amateurs. Et un jour, sa vie va être bouleversée parce que sa mère va lui ordonner d'aller voir la fille de la voisine qui a une leucémie. Ce teen movie drôle, intelligent, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, est arrangé avec Nos étoiles contraires. Si vous avez aimé Nos étoiles contraires, vous allez adorer This Is Not a Love Story, qui est pour moi 3 crans au-dessus. Donc ce film, c'est
Il est extrêmement bien réalisé, il y a un petit peu de Gondry dedans, je dirais le meilleur Gondry, hein, pas les merdes qui nous a pondu il y a ces quelques temps. Et c'est une déclaration d'amour au cinéma et c'est une déclaration d'amour à l'adolescence. C'est un constat sur plusieurs types d'adolescence. Ça fait rire, ça fait pleurer, sortez vos mouchoirs. Si vous aimez ce genre de film, vous allez passer vraiment un très beau moment. Au niveau des interprétations, ils sont tous excellents. Je retiendrai surtout Olivia Cooke, qui est d'ailleurs qui a été fraîchement castée pour Ready Player One de Steven Spielberg, qui sortira en 2018, que j'attends avec grande impatience. Et elle est absolument extraordinaire. J'ai vu, je crois, presque tous les films d'Olivia Cooke. Et je pense que c'est ce film qui a fait pencher la balance pour qu'il la prenne dans un gros blockbuster comme Ready Player One. Donc, This Is Not a Love Story est vraiment un très beau film avec plein de termes abondés sur la quête d'identité, sur le rôle des parents, sur la maladie, sur plein de choses comme ça, mais avec beaucoup de légèreté et bien sûr le final va vous assommer, mais c'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est d'avoir des émotions. Et là, vous allez avoir beaucoup d'émotions en regardant ce film, donc je vous conseille This Is Not a Love Story. C'est un très bon film et ma note est de 17 sur 20. Place maintenant à l'invité spécial qui est Fabien Condamina, qui est un jeune cinéaste bourré de talent et de promesses. Il a notamment réalisé une parodie hilarante qui s'appelle The Gagnante sur le film The Revenant. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Tribune libre à lui, son conseil de la semaine, c'est parti. Salut Kim et merci de m'avoir invité pour cette petite vidéo. Et moi je vais vous parler d'un film qui est sorti il y a quelques temps déjà maintenant, mais un film qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il a touché mon âme d'enfant, entre autres. Je vais vous parler de Max. Max et les Maxi Monstres, qui est sorti en 2009, réalisé par Spike Jonze, qui a aussi réalisé Dans la peau de John Malkovich, qui a aussi réalisé Her, voilà. Et ce film-là est passé un peu inaperçu à l'époque, et pourtant il est adapté d'un bouquin qui est assez connu, du même nom, Max et les Maxi Monstres, qui est sorti dans les années, je dis pas de bêtises, dans les années 70 par là, je crois. Je vais pas dire de bêtises, bref. Et c'est un bouquin imagé, illustré pour enfants, voilà, qui avait fait polémique à l'époque, et ce film est adapté de ce livre-là, tout simplement. Donc Max et les Maxi Monstres, comme je disais, en version originale, il s'appelle Where the Wild Things Are, qui est sorti en décembre 2009, et qui a été réalisé par Spike Jonze. Au casting, on a Max Records, Catherine Keener, Mark Ruffalo dans un rôle assez secondaire en fait. Et puis après, c'est beaucoup de voix. Voilà. Le film dure 1h40 et raconte l'histoire de Max. Max est un enfant assez fragile, assez perturbé et surtout assez impulsif. Il va en faire voir toutes les couleurs à sa mère et à sa sœur avec qui il vit. Et un jour, sur une colère, il va décider de fuguer et partir de chez lui. Et il va tomber sur une île, après avoir traversé en bateau un lac. Il va tomber sur une île un peu perdue où vit des maxi-monstres. Et ces maxi-monstres, au nombre de... je ne trompe pas de bêtises, je crois qu'ils sont 6 ou 7 par là. Ces maxi-monstres vont d'abord vouloir le manger parce que ce sont des monstres, et ils vont se lier d'amitié avec lui, et même lui, Max, va devenir un peu le roi de cette île avec ces monstres à ses pieds, entre guillemets, et tous ces monstres vont lui en faire voir aussi de toutes les couleurs parce qu'ils ont des caractères assez bizarres. Il y en a qui sont lunatiques, il y en a d'autres qui sont un peu jaloux. Et en fait, ils vont tous vouloir se battre pour être le plus apprécié aux yeux de Max. Voilà. Sans trop en dire, sans trop développer. En fait, le film, qu'est-ce que c'est? Le film, c'est l'histoire d'un enfant et un film sur l'enfance.
mais qui est dédié aux adultes et qui n'est pas destiné aux enfants. Les enfants ne vont pas trop apprécier ce film malgré les monstres, même qui sont assez flippants en fait dans un sens. C'est une histoire pour adultes qui parle de l'enfance. Et c'est pour ça que moi elle m'a touché, parce que j'ai retrouvé tout ce que je pouvais ressentir quand on est dans une cour de récréation, où on va ressentir tout plein de sentiments différents en fonction de plein d'autres gens différents. Et le film là, Max va ressentir tout plein de choses différentes envers de ces monstres. Et là où c'est encore plus intelligent, c'est que chaque monstre, en fait, est, à l'instar, un point du caractère de Max. Max, il a plusieurs caractères, plusieurs sentiments, et chaque monstre va être un de ses sentiments, et il va être confronté, en fait, avec tous ces monstres, face à lui-même et face aux problématiques que ce que l'enfant veut et ce que la liberté d'un enfant face à l'autorité d'un adulte. Et là, le film est hyper bien fait et ça marche vraiment. La fin du film n'est pas très joyeuse, je vais pas vous mentir, mais à chaque fois je verse ma larme parce on s'est vraiment attaché à tous les personnages. J'ai une petite préférence pour la version française au niveau des voix. La VO est très bien, pourtant on a un beau casting de VO, on a Meryl Streep, on a plein de voix assez connues. Mais je trouve que la voix française, sans aller dire qu'ils vont stéréotyper la voix des monstres, mais les voix sont vraiment bien avec les personnages. Voilà, au niveau de l'histoire. Après, au niveau de la mise en scène dans l'ensemble, on a vraiment une mise en scène qui est assez brute de décoffrage, dans le sens où, je me demande d'ailleurs si ça n'a pas été filmé en pellicule d'ailleurs à l'époque, où on est dans des décors réels. Beaucoup de constructions de décors ont été faites vraiment sur les plateaux, sur place, et ça se voit, il y a peu de studios au final, et le top du top, et ce que moi je revendique et que j'adore, c'est que les costumes des monstres sont réels, c'est vraiment des comédiens qui étaient en costume, ils ont juste sublimé tout ça avec des effets visuels pour les yeux, la bouche, quelques effets beaucoup plus difficiles à faire en plateau, mais voilà, donc c'est un c'est pas de l'animatronique, mais c'est des gens en costume avec des effets visuels à rajouter, et c'est vraiment hyper propre parce que les monstres, on y croit à 100%, alors que si on devait le faire maintenant, je pense qu'on ferait trop d'images de synthèse et on perdrait son charme. Et là, le charme du film, il est là, il est dans ce côté crédible en fait du visuel. Voilà, sinon que dire de plus sur le film, il y a une BO qui est assez alléchante aussi, donc c'est une artiste indépendante américaine, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Karen O. Et là, elle s'appelle Karen O and the Kid parce que dans la BO, pour soutenir la parole de l'enfance et le lien avec l'enfance, il y a beaucoup de chœurs dans ces chansons avec des enfants et le tout marche très bien. Je repense aux voix françaises, notamment il y a Charlotte Gainsbourg qui fait une des voix des personnages et on la reconnaît bien et ça marche vraiment bien. Elle a vraiment une voix assez pure et assez maternelle qui est assez jolie. Voilà, que dire de plus, moi je vous conseille ce film parce qu'il est passé un peu inaperçu à l'époque quand il est sorti. Et moi je trouve que c'est vraiment une perle, c'est vraiment un film qui fait ressortir des sentiments qu'on avait perdus. Et je vous conseille Max et les Maxi Monstres, voilà. Donc regardez-le sans plus tarder. Je remercie Kim de m'avoir invité encore une fois dans cette vidéo. Pour ceux qui veulent savoir un peu plus sur moi, je vous laisse découvrir mon site Chameleons Film Production, je mettrai le lien je pense dans la vidéo, .jindo.com. Je suis cinéaste indépendant sur Nantes, je fais de la fiction, un peu de clips. Un peu de vlog, voilà, je fais un peu de tout, je fais un peu de radio aussi sur la région nantaise. Voilà, je te remercie Kim, à bientôt, et puis regardez-moi ce putain de film. Merci Fabien de nous avoir conseillé cet excellent film. Pour ceux qui l'ont pas vu, jetez-vous dessus. Il est mortel. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Cette semaine j'ai vu. Je vous remercie de liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour chez vous.